Bienvenue sur Hippocampe. Moi c'est Marie, votre hôte pour aujourd'hui et pour les prochains épisodes. Cette saison sera entièrement dédiée à la question du psychotraumatisme. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hippocampe Podcast, dans lequel nous allons parler aujourd'hui de l'approche informée du trauma. Peu connue en France, cette approche mérite pourtant une attention particulière. En effet, elle offre une place importante à la question du traumatisme dans l'accompagnement et la prise en soin des personnes. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Nela Klimsik. Nela est psychiatre, elle exerce en hôpital de jour et en équipe mobile dans la région marseillaise. Vous pouvez également la retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Dr Nelak Psy, où elle partage du contenu plutôt engagé sur les questions de santé mentale, de traumatisme et d'impact des violences. Je vous mets le lien de son compte en description. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nela. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Hippocampe. En quelques mots, pour introduire cet épisode, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que l'approche informée du trauma ? En fait, l'approche informée du trauma, c'est une approche qui est venue rassembler en fait pas mal de savoirs qu'on avait sur le psychotraumatisme. Donc c'est aux États-Unis qu'ils ont un petit peu rassemblé tout ça, et notamment la Société américaine d'addictologie et de santé mentale, qui en a fait tout un fascicule pour rassembler en fait toutes les connaissances qu'on avait et pour aider les gens à la mettre en place, cette approche informée du trauma. En gros, ça consiste à dire que les psychotraumatismes, que les événements potentiellement difficiles, douloureux, violents, qu'on n'arrive pas à gérer, c'est un facteur de risque majeur de souffrance psychique, que c'est une grande partie du problème et que du coup, cette grande partie du problème, faut la repérer, faut en avoir conscience et faut potentiellement la traiter. Donc ça va passer par plusieurs choses. Ça va passer par la prévention, la recherche, ce qu'on va appeler en anglais le screening, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui souffre d'un problème de santé mentale, on va venir vérifier s'il y a un trauma derrière, c'est-à-dire que on va la rechercher de manière très basique. On va pas demander à quelqu'un qu'on connaît pas de raconter toute son histoire dans les détails de A à Z, parce que ça c'est potentiellement retraumatisant. Par contre, on va essayer de voir s'il y a quelque chose qu'on n'a pas loupé. Donc ça va être fait de manière très large dans le système de soins, mais aussi dans le système, dans tous les systèmes en fait qui accueillent des services publics. Donc dans tous les services publics. Donc par exemple le système éducatif, les services médicaux qui ne sont pas de la psychiatrie, mais aussi les prisons, on va se dire que potentiellement il y a du trauma dans la vie des gens et on va le rechercher. Et en fait à partir du moment où on le trouve, on va se dire que potentiellement il faut le prendre en compte dans les soins qu'on va donner aux gens, et surtout que les symptômes des gens finalement, est-ce que ça va être vraiment des troubles, ou est-ce que les symptômes des gens vont pas au contraire être des réponses normales à des choses pas normales ? Est-ce que les troubles eux-mêmes, les choses qui vont dysfonctionner au niveau de notre cerveau, ça va pas être des réponses normales à des choses pas normales. Donc en fait, c'est un vrai début de changement de paradigme aussi. C'est-à-dire qu'avant on pensait que les personnes qui avaient des problèmes de santé mentale, il y avait juste quelque chose qui tournait pas rond chez eux. Et en fait, là, on se propose de dire, mais non, c'est pas qu'il y a des choses qui tournent pas rond. De base, c'est juste que potentiellement, il y a quelque chose de normal dans cette souffrance psychique à partir du moment où il y a eu de la violence. Un peu comme si moi, je tombe des escaliers et que je me casse quelque chose. C'est pas qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi, c'est juste que mes os sont pas faits pour supporter les chocs. Et là c'est un peu pareil, c'est un petit peu l'idée. Voilà. Et ça dépasse le trouble du stress post-traumatique, c'est-à-dire que on prend vraiment tous les événements qui peuvent générer du trauma, et ce qui compte c'est le vécu qu'on en a, c'est-à-dire c'est pas la menace objective, c'est vraiment est-ce que nous on s'est senti menacé
dans notre survie. Et puis c'est pas que les cauchemars, les reviviscences, tous les symptômes classiques du trouble du stress post-traumatique, c'est vraiment tout un tas de fonctionnements qu'on va développer qui vont être des façons de survivre. Très bien, merci. Alors maintenant, on va parler donc de la question du trauma et de ses impacts. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà quels vont être les impacts sur la vie d'une personne qui a vécu un ou plusieurs traumatismes ? Alors, on va vraiment s'intéresser dans l'approche informée du trauma au fonctionnement de survie des gens. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'une personne, et notamment quand les traumas arrivent dans l'enfance, parce que c'est là où le cerveau est le plus malléable, où c'est un petit peu de la pâte à modeler, en fait, les traumas vont nous pousser vont pousser notre cerveau plutôt à adapter des comportements de survie. Par exemple, je vais te donner un exemple très simple. Si vous subissez de la violence, par exemple, de la part de vos parents, dès que vous pleurez. Par exemple, dès que vous pleurez, dès que vous montrez une émotion, dès que vous montrez de la vulnérabilité, la réaction en face, c'est de la violence, quelle qu'elle soit. Du coup, le cerveau va intégrer en fait que montrer de la vulnérabilité, des émotions, c'est un danger. Donc, le cerveau va faire quelque chose de très sensé, de très normal et de très sain, c'est de cacher l'émotion pour ne pas vivre cette violence. Et c'est un comportement qui est normal, c'est ce qu'il y a à faire en fait. Le cerveau, il fait la bonne chose à faire à ce moment-là. Sauf que bien sûr, en fait, la difficulté, c'est que les fonctionnements de survie, ça marche pour survivre. Ça marche pas sur le long terme et que les fonctionnements qui ont été très efficaces à un instant T dans une vie ne vont plus être efficaces par la suite, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est quand même mieux de montrer ses émotions si on a envie de créer des liens vulnérables, authentiques et sincères avec les autres, ce dont on a besoin, parce qu'en tant qu'être humain, on a fondamentalement besoin d'amour et de l'affection des autres. On est des êtres sociaux. Donc c'est ça, ça va être ça l'impact psychologique. Et ces fonctionnements-là vont forcément impacter notre santé, notre présence dans notre vie. Parce que forcément, comme on va être stressé tout le temps, comme on va se montrer très à l'affût de tout événement qui va potentiellement nous stresser, on va sécréter du cortisol et notre système immunitaire va aussi être très sollicité. En fait, là, on en est qu'au début de toutes les découvertes sur les liens entre la psychologie, entre la santé mentale et la santé physique, que ce soit dans les maladies auto-immunes, les maladies de la peau par exemple, les maladies allergiques, tout ça. Les cancers, j'ai un peu moins fouillé, mais il y a les gens qui sont pas trop d'accord là-dessus, on sait pas encore bien, mais quel est l'impact du stress sur la survenue de cancer? Donc ça, je vais pas m'avancer là-dessus, mais c'est des questions qu'on se pose beaucoup, et puis forcément, comme nos fonctionnements de survie vont aussi générer des mauvais comportements, par exemple, une addiction, ça va nous permettre de survivre. C'est-à-dire qu'une addiction dans une approche informée du trauma, on va vraiment la voir aussi comme une réponse normale à des choses pas normales et comme un fonctionnement de survie. Mais évidemment, ça a des conséquences physiques sur le corps. Et puis, il y a tous les aspects sociétaux où si, par exemple, on est tout le temps à fleur de peau dans nos émotions, ça va être plus compliqué d'avoir une vie professionnelle, ça va être plus compliqué d'être en lien avec l'autre. On va être moins présent dans sa vie, en fait. Le trauma, il empêche le lien avec l'autre et le trauma, il empêche d'être présent dans sa vie. Donc au-delà de la symptomatologie des troubles qu'on va avoir, que ce soit un trouble du stress post-traumatique, un TOC, peu importe, le trauma va aussi avoir des répercussions bien plus larges que ça en réalité. Et donc toutes les personnes ne développent pas un trouble après un traumatisme. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? On peut l'expliquer en fait par tout un tas de facteurs. C'est-à-dire que le fait qu'on va développer un trouble ou pas, ça va être une équation complexe de tout un tas de choses.
ça va dépendre de ce qui s'est passé, du soutien qu'on va avoir autour de nous, ça va dépendre de notre vulnérabilité aussi génétique, ça va dépendre de notre éducation, ça va dépendre de comment notre environnement, notre modèle sociétal, notre culture voit en fait ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que si on est reconnu dans notre souffrance, si on est reconnu dans le fait que ça a un impact, là on va plus facilement pouvoir s'en remettre parce qu'il va y avoir un sentiment de réparation, comment notre système judiciaire voit ce qui nous est arrivé. Et en fait, une des grandes difficultés des victimes de trauma, c'est que eux, ils savent ce qu'ils ont vécu, mais les autres autour ne le savent pas. C'est-à-dire, je vais donner un exemple tout simple, si demain il y a un ouragan qui dévaste notre maison, il va d'abord y avoir cet élan de solidarité énorme de toutes les personnes autour de nous, mais c'est quelque chose qui va être très temporaire. Parce que les personnes qui n'ont pas perdu leur maison, au départ, vont être très empathiques, et puis après, elles vont passer à autre chose. Et nous, on va se retrouver seuls. Et les personnes qui n'ont pas perdu leur maison vont dire « Mais pourquoi t'arrives pas à passer à autre chose ?» alors que elles n'ont pas perdu leur maison en fait, et que du coup pour elles c'est facile de passer à autre chose. Donc il va y avoir cette incompréhension qui va être tout le temps un petit peu là, mais ça dépend vraiment des airbags qu'on va avoir. C'est-à-dire que si par exemple on a un accident de voiture et que nos airbags se déclenchent, on va potentiellement avoir beaucoup moins de répercussions que si nos airbags se déclenchent pas dans une voiture qui aurait mal passé son contrôle technique. Et on va dire que l'absence de soutien, l'absence de validation émotionnelle, la restigmatisation, mais t'exagères, mais faut s'en remettre, enfin toutes ces remarques qui sont d'une maladresse rare et qui aggravent le problème. Je m'égare un peu, mais en tout cas, si effectivement on n'a pas d'airbag, si on n'a pas de soutien, c'est plus compliqué. Et moi, cette question de la vulnérabilité génétique qu'on peut avoir, faut beaucoup s'en méfier, parce que on a vite fait de dire qu'en fait les gens réagissent mal parce qu'ils sont faibles. Voilà, on a des gènes qui réagissent différemment face au stress, mais pour autant, globalement, notre cerveau, il est pas fait pour supporter l'imprévu, il est pas fait pour supporter la violence, il est globalement quand même pas fait pour ça. Et ça, on a un petit peu tendance à l'oublier. C'est normal qu'on développe un trouble si l'événement qu'on a vécu est violent et si l'équation de facteurs qui avec nous à ce moment-là nous est défavorable. C'est pas une question de faiblesse, et lui il a développé un trouble et pas lui, du coup lui il est faible et lui il est super fort, il a un mental d'acier. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Merci pour ces éléments. Est-ce que tu peux maintenant nous dire quelle est la place du traumatisme dans l'émergence des troubles psychiques, peut-être en étant plus large donc, que le trouble de stress post-traumatique? Je pense notamment à des troubles plus communs comme l'anxiété, la dépression, mais également à des troubles comme par exemple la bipolarité ou la schizophrénie. De toute façon, c'est un rôle qui va être important. Hein. Tous les troubles sont multifactoriels, c'est-à-dire que là encore une fois, il va y avoir une équation qui va se mettre en place pour qu'il y ait trouble, et bien évidemment que les événements traumatiques difficiles, notamment pendant l'enfance, ce que les anglo-saxons appellent les adverse childhood experience, vont avoir en fait une importance en fait une importance importante dans la survenue des schizophrénies, de bipolarité. Alors même pour tout ce qui est dépression, tout ce qui est trouble anxieux, tout ce qui est personnalité borderline. Alors la personnalité borderline, il y a beaucoup de chercheurs qui commencent à dire qu'en fait c'est des traumatismes complexes, c'est-à-dire que les personnalités borderline émergent face à l'accumulation en fait d'événements potentiellement traumatiques.
Donc ça on commence beaucoup à s'en rendre compte, on commence à se le dire. Donc là, ça peut même être un diagnostic différentiel, ça peut être une erreur diagnostique. Et pour la bipolarité et la schizophrénie, on se rend compte effectivement que le trauma a aussi un impact important. Et en fait, on se rend compte aussi que dans ces troubles, il peut y avoir une réelle pertinence à prendre en compte le trauma. Encore une fois, prendre en compte le trauma, c'est pas forcément faire raconter toute l'histoire à tout le monde. Il y a des fois où il y a des mécanismes de défense qui sont très bien mis en place et il faut pas y toucher. Mais juste de se dire que potentiellement, vous n'êtes pas malade parce que vous êtes un problème sur pattes et qu'il y a quelque chose qui n'a pas chez vous et que vous êtes né détraqué dans la tête. Voilà, parce que c'est ce que pensent les gens en fait. C'est là, je viens d'employer des termes que j'emploie jamais, ça me surprend moi-même de m'entendre parler comme ça, mais c'est un peu la réalité de ce que pensent les gens en fait. Mais juste que potentiellement en fait, toutes ces pathologies ne se sont pas développées pour rien, comme un mineur, par exemple, qui travaille dans des mines de charbon et qui développe une silicose, ou comme quelqu'un qui est confronté à l'amiante qui développe quelque chose. Alors on peut toujours dire que tous les fumeurs n'attrapent pas de cancer du poumon, et que du coup ceux qui en attrapent sont faibles par rapport à ceux qui en attrapent pas, mais bon, on considère que c'est quand même le tabac le problème, quoi. Donc pourquoi est-ce que en psychiatrie on considère pas que c'est la violence que subissent les gens le problème, parce que peut-être qu'il y a des gens effectivement qui ne vont pas développer de troubles, et tant mieux pour eux, franchement tant mieux pour eux, mais en attendant, c'est pas pour autant que les gens qui ne supportent pas la violence qu'ils vivent sont faibles. Et je pense que c'est toujours multifactoriel, donc multifactoriel égale histoire et ou trauma, c'est-à-dire que est-ce que c'est un trauma ou pas? Non, mais par contre, notre cerveau, il réagit à notre histoire, il interagit avec ce qui se passe dans nos vies, et forcément, ça a un impact sur nous, et c'est cet impact-là, en fait, qu'il faut prendre en compte, tout simplement quand on s'adresse à quelqu'un, quoi. Même en fait, quand on a une bipolarité, quand on a une schizophrénie, on se rend compte que ça vaut toujours le coup de travailler sur son histoire, alors de manière adaptée. Encore une fois, ça veut pas dire forcément tout raconter, parce qu'il y a une réelle... dans l'approche informée du trauma, on explique aussi ce qu'on fait des événements traumatiques, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, à quel moment on en parle, et la réponse à ça, c'est on en parle si et quand le patient est prêt à le faire, ça c'est clair. Mais par exemple, dans la schizophrénie, on se rend compte que toutes les approches en thérapie cognitivo-comportementale vont aussi avoir un intérêt dans la gestion des symptômes, la psychoéducation, comprendre comment on fonctionne, se rendre compte que c'est des choses qui arrivent à d'autres personnes, qu'on n'est pas les seuls à le vivre, et puis plein de choses intéressantes aussi sur le contenu des voix des gens, parce que si on se contente de dire il entend des voix, c'est n'importe quoi, en fait on passe à côté de toute une richesse clinique sur le contenu des voix des gens, et c'est vrai qu'il y a des choses, il y a encore très 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 peu d'études sur la question, et il faut absolument qu'elles se développent, parce qu'il y a un réel aussi potentiel intérêt dans ces pathologies-là, et ce qu'il faut pas oublier, c'est que la psychiatrie, ça reste très récent. Le trouble du stress post-traumatique, il a été introduit dans le DSM dans les années 80, alors que il y a des descriptions des symptômes dans l'Antiquité. Enfin, c'est complètement... s'il y a quelque chose qui est fou, en fait, c'est peut-être ça, c'est pas les patients. Et du coup, qu'est-ce qu'on va encore pouvoir découvrir? Il faut avoir l'humilité de se dire que potentiellement, on sait très peu de choses. Et d'ailleurs, l'approche informée du trauma, elle a ses limites aussi, sans doute, évidemment. Mais en même temps, je pense qu'on ne sait pas encore jusqu'où elle est capable d'aller et quelle réponse elle peut nous apporter dans l'avenir. J'espère en effet qu'on en saura plus dans les prochaines années. On va maintenant rentrer donc dans le vif du sujet et aller plus loin donc sur la question de l'approche informée du trauma. Est-ce que tu peux nous dire à quel professionnel s'adresse cette approche ? En fait, ça s'adresse à tout le monde à son niveau. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui va travailler dans une école ou quelqu'un qui va travailler dans le système
carcérale, on va pas lui demander d'en savoir autant que quelqu'un qui va être psychiatre, c'est normal, chacun son métier. Mais par contre, d'avoir quelques signes de repérage, par exemple, de se dire que quelqu'un qui peut réagir un peu vivement, ou quelqu'un qui peut être complètement déconnecté émotionnellement, c'est pas juste quelqu'un qui est pénible, qui est relou, mais que potentiellement il y a des raisons, en fait, et globalement... le fond de la formation pour tout le monde en fait et pour chaque personne sur Terre, c'est de se dire que les gens font ce qu'ils font pour une raison. Ça veut pas dire qu'il faut tout tolérer d'eux, parce que c'est pas pour ça que... je m'éloigne un peu, mais c'est pas parce que des fois la souffrance peut générer de la violence que nous on a à la tolérer, parce que ça ne... Voilà, ça mais que les gens font ce qu'ils font pour une raison. Et après, quand on est soignant, c'est indispensable. Alors encore une fois, c'est plus important pour un psychiatre que pour un ophtalmo, mais cette approche, cette façon de voir les gens comme cette approche collaborative en fait globalement de la médecine ou de la psychologie, et pas de juste se dire la personne a un problème, mais de se dire qu'en fait c'est vraiment super aidant, c'est vraiment super important. Et puis comme le trauma et la violence sont des facteurs de risque hyper importants, c'est tout simplement normal de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer en fait ces facteurs de risque, quelle réponse on va pouvoir y apporter. Et parce que ne pas se saisir du trauma et de la violence en psychiatrie, c'est ignorer l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Alors il y a peut-être 2-3 patients pour qui ça n'a rien à voir, ok, je veux bien, mais en attendant, pour la grande majorité où ça a quelque chose à voir, en fait c'est important de s'en saisir. Après, encore une fois, c'est pas parce qu'on a en tête que la personne peut avoir un vécu douloureux et des fonctionnements qu'on va forcément travailler le trauma. C'est pas non plus... on n'est pas dans un truc psychanalytique, on cherche le trauma à tout prix. Simplement, on a conscience que si les gens réagissent d'une certaine manière, c'est qu'il y a des raisons de le faire. Et on ne dit pas aux gens juste il faut changer ces raisons. On ne dit pas juste aux gens il faut changer vos fonctionnements de survie, parce que vos fonctionnements de survie c'est vraiment pas bon pour vous, ce que la personne sait déjà en général, c'est pour ça qu'elle vient vous voir. Mais on essaye vraiment de l'aider et de voir, de partir des pas qu'elle est prête à faire. Donc c'est fondamental, on peut pas travailler autrement en fait, tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment on peut se former à cette approche ? On peut prendre l'exemple d'une assistante sociale qui aimerait se former pour l'accueil et l'accompagnement des personnes qu'elle suit. Concrètement, comment on peut se former à cette approche informée du trauma ? Il y a très peu de choses, il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup d'approches, des approches plus ou moins désuètes et vieillottes, on va dire ça comme ça. Et puis il y a des approches intéressantes, mais il y a très peu de sources de formation. C'est un vrai problème, c'est-à-dire que moi j'ai parlé du fascicule de la SAMHSA au début, mais le fascicule de la SAMHSA il est en anglais, en fait. Il est en anglais, alors après moi j'ai pas trouvé en fait de sources d'informations francophones suffisantes. Donc je pense qu'il y a très peu. Après, il y en a parce que forcément, nous, on sait pas tout, on voit pas tout. Et les assistantes sociales, elles sont formées dans le domaine du trauma. Je sais pas comment elles sont formées, mais par exemple, ce qui peut être pertinent pour une assistante sociale, c'est savoir les bases de premier secours en santé mentale. Comment réagir quand la personne devient complètement anesthésiée, quand elle est en hyperactivation émotionnelle, et puis... comment réagir quand en fait d'un seul coup la parole se libère auprès de l'assistante sociale, parce que la réalité c'est que les gens en fait ils vont se confier à la personne à qui ils vont faire confiance, c'est-à-dire ils vont pas se dire non mais je vais pas en parler à l'assistante sociale parce que c'est pas son métier, je vais attendre d'en parler au psychiatre. Non, parce que au moment où ça sort, en fait ça sort au moment où ça doit sortir. Et alors ça sort souvent soit à la fin de la consultation, soit ça sort jamais quand on s'y attend, parce que
parce que c'est vraiment une approche où le patient a le contrôle en fait, et il dit les choses quand il est prêt à le faire. Et si la personne avec qui il se sent en sécurité, c'est l'assistante sociale, il va le dire à l'assistante sociale. Et l'assistante sociale, dans ces cas-là, elle doit savoir en tout cas à peu près à minima comment réagir, et puis après dire là je vais en parler si vous me l'autorisez au psychologue, au psychiatre, parce que moi au-delà d'un certain seuil je suis pas compétente, c'est super important de connaître ses limites, mais oui, cette formation elle est indispensable, une meilleure formation en fait pour tout le monde, chacun à son niveau. Alors le grand public c'est la déstigmatisation. Moi, quand je fais mes séances de psychoéducation à l'hôpital de jour, les patients me disent mais en fait pourquoi vous apprenez pas tout ça à l'école? Bon, je leur réponds que je peux pas me dédoubler, mais oui, il y a un boulot qui est énorme à faire dessus. Enfin, c'est colossal, c'est pharaonique, vraiment. Est-ce que tu peux maintenant nous dire en quoi cette approche elle va être aidante pour les patients? Il va y avoir vraiment quelque chose qui va être fondamentalement différent, c'est-à-dire que on va partir sur une base saine en fait. On va pas partir sur la base de la culpabilisation, de la honte, on va partir sur une base saine, c'est-à-dire que ce qu'on observe en fait, moi quand je vois arriver un nouveau patient, il y a toujours un petit peu cet aspect de personnes qui s'excusent presque d'être là, ce truc de mais je sais qu'il y a un truc qui va pas chez moi, mais bon j'aimerais bien que vous m'aidiez quand même, parce que bon déjà la personne elle a fait l'effort de venir voir un psychiatre, elle a eu le courage de venir voir un psychiatre, c'est-à-dire que moi je suis toujours un peu épatée de voir les gens au fin fond de leur dépression, au fin fond de leur vécu, avoir finalement c'est déjà cette étincelle d'amour finalement pour soi-même, de venir et de sortir voir un psy, et là ils mobilisent toute leur capacité de survie pour le faire, et ils choisissent de penser à eux plutôt aux freins de la stigmatisation, et en fait voilà, ils viennent un petit peu en s'excusant d'être là et en portant ce poids de la société de il y a quelque chose qui va pas chez moi. Et en fait c'est quelque chose de très important, de pouvoir, quand ils entendent, mais en fait, vous n'êtes pas un problème sur pattes, il n'y a pas quelque chose qui cloche chez vous, vous réagissez de manière normale à des choses pas normales, et voilà, trauma ou pas, parce que c'est la grande question, qu'est-ce qui est un trauma, qu'est-ce qui est pas un trauma, et ça j'ai pas de réponse absolue là-dessus, parce que pareil, comment on hiérarchise les traumas, etc., mais par exemple de dire à quelqu'un oui, il y a un moment donné on vous en demande trop au travail, vous subissez tout le temps des remarques désagréables de tout le monde, oui, à un moment donné c'est normal que vous ayez craqué, parce qu'en fait on est des êtres humains, on n'est pas des dieux de l'Olympe, on n'est pas tout puissant, et en fait notre estomac il n'est pas fait pour supporter l'eau de Javel, nos poumons sont pas faits pour supporter l'amiante, notre cœur n'est pas fait pour supporter les chocs électriques, et notre cerveau il n'est pas fait pour supporter la violence, il n'est pas fait pour supporter la manipulation, l'invalidation émotionnelle, la violence sexuelle, la violence physique, tout ce qu'on met derrière la violence. Et donc en fait potentiellement si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison, et que de toute façon il n'y a rien que vous auriez pu faire autrement. Et en fait ça déjà c'est hyper aidant pour les gens, et voilà, en termes de restauration narcissique, en termes du fait de se sentir légitime. Et puis après on propose aux patients les outils dont il a besoin, sur des bases de TCC, sur des bases de tout ce qu'on veut, mais on part déjà sur cette base saine, et vraiment, et après on voit les gens évoluer, et puis on voit aussi, parce que forcément on est dans une médecine qui écoute le patient, voilà, c'est-à-dire que quand un de nos patients nous dit non, c'est pas ça, on dit pas non, mon interprétation est juste, on dit pas ok, c'est vous qui avez raison, je vous écoute. Et du coup quand les gens se sentent écoutés, quand les gens se sentent valorisés, quand les gens se sentent compris, en fait ils avancent, et voilà, ils arrêtent des addictions, ils reprennent le travail, vraiment il y a des choses, voilà, quand ils comprennent aussi que leur vécu a un sens, en fait il y a vraiment des choses
qui se font, qui sont bien, et puis ils deviennent vraiment acteurs dans leurs soins, ils deviennent force de proposition, et en fait, ils commencent même aussi à émaner d'une certaine assurance, d'une certaine estime d'eux-mêmes, où ils sont assertifs, où ils sont capables d'écouter l'autre, et où ils s'écoutent aussi eux-mêmes, et puis ils deviennent aussi des moteurs de changement dans leur entourage. Donc c'est super, c'est super chouette. Et puis moi, si je puis me permettre de dire en tout cas que moi, en tant que médecin, en tant que psychiatre, ça a tout changé. Ça a tout changé dans le sens que j'ai de mon travail, dans la satisfaction. Alors, il y a toujours des gens avec qui on n'y arrive pas. C'est-à-dire, faut rester très humble, il y a toujours des choses qui nous échappent, on a tous des limites. Mais globalement, voilà, on apprend des gens. C'est-à-dire que quand on se pose et quand on les écoute, en fait, les gens nous apprennent à améliorer notre pratique aussi. Merci pour ces éléments. Comment est-ce que cette approche, elle va être mise en place dans la pratique des professionnels ? Par beaucoup de formations. Après, ça dépend sur quoi on se base. C'est-à-dire que quelqu'un qui va recevoir en individuel les gens, un psychologue, un psychiatre, forcément, il va devoir avoir une bonne formation en trauma. Et après, on s'adapte toujours à ce que la personne est prête à faire, on écoute, on ne force jamais rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, les seules choses où on a le droit de forcer en psychiatrie, c'est en cas d'altération absolue du discernement ou des choses comme ça, et vraiment sur la période la plus courte possible. Sinon, on ne force rien. On est personne pour forcer les gens à faire des choses en fait qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça, c'est la première chose. Et après, sur un côté plus structurel, on essaye vraiment l'idéal, ça serait de se diriger un peu vers des systèmes de soins à l'américaine, vers un peu des programmes de soins à l'américaine en fait, où il y a beaucoup de possibilités, toujours dans une approche informée du trauma, donc de la psychoéducation, des groupes de parole, des médiations aussi qui permettent de retrouver du sens, que ça va de l'écriture. Il y a plein d'outils, il faut qu'ils soient validés scientifiquement, et ça c'est aussi une des complexités, parce que il y a plein de choses qui sont en train de se valider scientifiquement mais qui ne sont pas complètement. Et puis après, il y a ce qui est super important, c'est de savoir où on va et éviter les comportements de retraumatisation secondaire. C'est-à-dire que le temps où on dit aux gens oui, faut que vous respectiez le cadre, ah non mais vous avez pas envie d'aller mieux, non mais en même temps vous voulez faire aucun effort pour vous en sortir parce que vous n'avez pas respecté le cadre, non mais faut faire ci, non mais faut faire ça c'est fini en fait. Ça devrait en tout cas être fini, hein. On va pas être naïf, mais voilà, c'est-à-dire que quand on dit aux gens faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, et quand on est dans quelque chose de bêtement d'infantilisant en fait, parce que ce qu'il faut juste comprendre en fait, c'est que les symptômes des gens c'est lié à c'est-à-dire que les gens ont parfaitement conscience que se scarifier, se droguer, se faire vomir, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, c'est quelque chose qui est pas rationnel, c'est quelque chose qui est pas aidant. Les gens ils le savent en fait, ils ont un cerveau rationnel qui fonctionne très bien, mais s'ils le font, c'est qu'ils ont des raisons de le faire en fait. Il y a des raisons pour lesquelles ils le font. Donc si on se contente juste de dire aux gens arrêtez de faire ça, et qu'on on passe à côté de notre travail complètement. Donc éviter de retraumatiser et être vraiment dans c'est l'état d'esprit qui compte, c'est pas forcément quelle activité on met en place, si, parce qu'il faut que ça soit validé scientifiquement, mais c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on va être, dans la posture dans laquelle on va être vis-à-vis des gens qui va être super importante. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Il me reste 2 questions à te poser. J'aimerais aller sur une question un peu plus globale, puisqu'on parle souvent donc du rôle de l'individu, mais il me semble aussi tout aussi important de se questionner sur l'impact sociétal. Comment cette question-là du trauma, elle doit être un enjeu de santé publique, et comment cette approche, elle peut, peut-être en partie, en tout cas, contribuer à une meilleure prise en compte et un meilleur accompagnement des victimes. C'est un peu la base de tout, c'est-à-dire que, encore une fois, si on se préoccupe pas des impacts du trauma, de la violence,
des relations abusives, on passe à côté d'une bonne partie des problèmes de santé publique. C'est-à-dire, il y a une prévention qui est clairement insuffisante là-dessus. Alors la médecine est en train d'évoluer parce que on sort d'une médecine qui se contente juste de prescrire des médicaments pour le diabète, pour l'hypertension, pour le cholestérol. Enfin, on se rend compte que les médicaments ont un réel effet, et c'est bien qu'on les ait, mais qu'ils peuvent pas tout compenser. Et ce discours qu'on a de dire aux gens, l'hygiène de vie c'est important, il est bien. Alors là c'est pareil, faut le tenir de la bonne façon aussi, parce que l'idée c'est pas encore une fois d'infantiliser les gens, hein, faut donner une information et après les gens font ce qu'ils veulent, et de toute façon les gens font ce qu'ils veulent, hein. Enfin, il y a un moment donné, faut juste partir du principe que quoi qu'on leur dise, les gens ils font ce qu'ils veulent, mais justement ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'il faut aller encore plus loin, parce que la violence et le trauma et les côtés abusifs et tout ce qu'il peut y avoir d'abusif et de non respectueux de nos besoins en tant que personne et en tant qu'être humain dans la société, en fait ça va attaquer notre cerveau, voilà, tout simplement. Et en fait on va la violence, le trauma, ça a des répercussions énormes en termes d'estime de soi. Ça a des répercussions énormes en termes de lien avec l'autre. Et en fait, tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce que ça change pour les patients. En fait, quand on est victime de violence, quand on a nos traumas qui tournent dans la tête, en fait, on a aussi une dévalorisation. On oublie un petit peu de s'aimer, finalement. Et en fait, notamment dans une dépression, quand on se dévalorise, quand on a honte, quand on se dit qu'on aurait dû réagir autrement face à un événement violent, alors qu'on n'aurait jamais pu réagir autrement, on réagit comme on peut. En fait, on fait juste ce qu'on peut. Mais quand on se dit ça, en fait, on ne s'aime pas. Et quand on retrouve de l'amour et de la bienveillance envers soi-même, on retrouve aussi un état d'esprit où on a envie de favoriser des comportements bons pour notre santé, tout simplement. C'est-à-dire que, on le voit, hein, quand notamment, c'est un exemple parmi d'autres, mais quand une victime va sortir d'une relation abusive, elle va retrouver l'envie de faire du sport, elle va retrouver l'envie d'arrêter de fumer, elle va retrouver tout ça. Donc il y a un moment donné, s'il y a quelqu'un qui est traumatisé, qui subit de la violence et qu'on lui dit il faut arrêter de fumer, mais qu'on prend pas en compte ce qui l'empêche en fait d'avoir cette énergie et cette disponibilité-là, parce que changer des comportements pas bons pour notre santé, ça demande de l'énergie, ça demande de la disponibilité, et en fait le trauma nous empêche d'être présent dans sa vie et d'avoir cette énergie et cette disponibilité. Donc on peut pas juste attendre des gens qu'ils aient une bonne hygiène de vie si on ne prend pas en compte les facteurs qui les empêchent d'avoir une bonne hygiène de vie. Et la violence et le trauma, ça en fait partie, donc c'est fondamental de se préoccuper de ça. Clairement. Pour conclure, est-ce que tu aurais peut-être un livre, un film, une série à nous conseiller sur ce sujet ? Donc je vais vous en donner deux. Je vais vous donner la source scientifique et la pas scientifique. Le TIP 57 de l'administration américaine responsable d'addicto et de la santé mentale aux États-Unis, et globalement tous leurs fascicules sont super. Enfin, c'est vraiment clair, c'est vraiment limpide, c'est hyper bien documenté. Il n'y a pas de formule abracadabrantesque, hyper compliquée, c'est simple, c'est génial. Enfin, je conseille ce matériel, ces recommandations de bonnes pratiques vraiment à tout le monde. Et en source fictionnelle, je conseillerais Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, qui est une autrice américaine. Et c'est un roman, hein, c'est pas du tout un livre de psychiatrie, mais je trouve qu'on montre bien justement comment les événements traumatiques impactent nos fonctionnements au niveau individuel, mais aussi au niveau global et familial. Et c'est un très très beau livre, très 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 émouvant. Voilà, donc je le conseille vivement. Merci encore Nella d'avoir participé à cet épisode et d'avoir répondu à toutes mes questions. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant et en notant le podcast sur votre application d'écoute ou en laissant un commentaire. Retrouvez bien sûr toutes les actualités d'Hippocampe sur Instagram, hippocampe-podcast. Je vous dis à très vite.